Bonjour David, Bonjour David. je suis ravi de te retrouver pour cette interview. Merci, moi aussi. Ravi de te revoir. Eh bien écoute, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, donc, et qui vont te découvrir lors de ta webconférence au niveau du Carrefour des Réussites? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je m'appelle David Véningue, j'ai 32 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai deux garçons de 6 ans, enfin deux garçons, un de 6 ans, un de 3 ans et une petite fille de 1 an. Pour en savoir un petit peu plus sur moi en quelques mots, je dirais que pour moi, il n'y a rien de plus important que de réaliser ce qui est important pour soi. Voilà, de faire ce qui nous tient vraiment à cœur, de remplir ses journées avec des choses qui ont un vrai sens pour nous. Il y a une phrase qui est très connue qui dit il vaut mieux vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie, et ça résume bien ma façon de voir les choses. Alors du coup, ma mission, eh bien, ça consiste à aider les entrepreneurs passionnés, qui souhaitent créer de la valeur pour les autres et pour eux également, eh bien, à concrétiser leurs projets afin de contribuer à un monde, je dirais, où la réalisation de soi, l'enthousiasme et le collaboratif, voilà, sont des priorités. Et pour ça, eh bien, moi, j'accompagne ces gens-là à développer une attitude et une démarche commerciale proactive auprès de leurs prospects, de leurs clients et de leurs partenaires. D'accord. Et comment es-tu arrivé en es-tu arrivé à ce domaine? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr. Alors, disons que dans le domaine de la relation commerciale, c'est, je dirais, mon expérience métier. Moi, ça fait 12 ans, un peu plus de 12 ans maintenant, que je suis dans le domaine de la vente, dans le domaine du commerce. J'ai commencé, je dirais, durant mes études, puisque mes 3 premières années ont été en alternance. Mhm. Et je suis arrivé, en fait, dans l'accompagnement, parce que ça fait plusieurs années où je me levais le matin et je me disais que, OK, ce que je faisais de mes journées, eh bien, ne m'épanouissait pas vraiment. Donc, j'avais un bon poste, j'avais un bon niveau de revenu. Ça me permettait de bien vivre, de bien faire vivre ma famille. Mais plus ça allait et plus je me posais la question suivante. Si je continue à faire ce métier pendant les 20 ans qui arrivent, eh bien, est-ce que je serais satisfait de ma vie si je me retourne sur mon parcours? Voilà. Et plus je me posais la question, et plus la réponse que non, eh bien, était évidente, quoi. Et l'élément déclencheur, ça a été pour moi un jour où en fait mon fils, donc mon premier, qui avait 4 ans à l'époque, il m'a dit, enfin il m'a demandé plutôt, papa, pourquoi est-ce que tu vas au travail? Et je lui ai répondu comme ça du tac au tac, bah tu sais, il faut de l'argent pour payer la maison, il faut de l'argent pour payer les courses, les habits, etc. Et en fait, quand j'ai répondu ça, j'ai eu une sorte de flash où je me suis dit, est-ce que c'est ça, pour moi, la vision que je veux transmettre à mes enfants? Est-ce que c'est ça la vie que j'ai envie de leur donner? Est-ce que la vie, ça se résume finalement à devoir faire un travail qui ne nous plaît pas vraiment, uniquement pour payer les factures? Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pris, je dirais, en main les choses, donc c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, où j'ai commencé vraiment à passer à l'action pour créer la vie que je souhaite, créer finalement l'entreprise et entreprendre pour pouvoir être maître de mon temps et gagner en liberté. D'accord. Et justement, combien de temps il t'a fallu pour en arriver là où tu es aujourd'hui par rapport à cette activité? Bien, alors en ce qui concerne, je dirais, mais la partie commerciale, l'accompagnement, c'est au fur et à mesure des années finalement, puisque ça fait 12 ans, comme je te disais, que je fais ce métier. Mais ça a pas été rose dès le départ. En fait, les 5 premières années ont été très difficiles. J'ai essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés finalement à concrétiser des ventes. Et donc, du coup, c'est vraiment à partir de la 6e, 7e année où j'ai eu beaucoup de déclics. Je me suis lancé des défis pour pouvoir tester de nouvelles choses, pour pouvoir voir est-ce que oui, c'était fait pour moi ou pas. Et finalement, j'ai développé toutes ces compétences-là à partir de la 6, 7e année. Voilà, donc en ce qui concerne par contre l'accompagnement, je dirais à partir du moment où mon fils m'a posé cette question, et j'ai eu cette révélation quelque part, le fait que j'ai eu une étincelle qui m'a dit, David, si tu continues comme ça, eh bien tu vas te réveiller un beau jour en te disant que tu n'as pas vécu la vie que tu voulais. Eh bien, il m'a fallu, tu vois, maintenant, ça fait 2 ans, grosso modo. Il a fallu, j'ai pris un an finalement pour quitter mon poste de salarié et un an pour monter mon projet et finalement pouvoir trouver mes clients, mes premiers clients, les accompagner et en être là où j'en suis aujourd'hui. Alors justement, par rapport aux premiers clients, c'est quelque chose, je suppose, que tu conseilles aux personnes. Une fois qu'on a les Mhm. premiers clients, il vaut mieux les fidéliser? Bien sûr, tout à fait. Le cœur de métier d'un entrepreneur, c'est de trouver des clients. Euh, Évidemment,
trouver un client à partir d'un prospect, ou en tout cas transformer un prospect en client, est plus difficile, plus long, plus coûteux que de conserver un client qui est déjà client chez soi et pouvoir lui vendre finalement d'autres produits, d'autres prestations. Puisque ce client-là a déjà, je dirais, donné un accord sur un certain sujet, et donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins onéreux de continuer à travailler avec ce même client. Donc les premiers clients, comme tous les clients par la suite d'ailleurs, mais je dirais les premiers clients ont déjà une saveur particulière parce que j'ai fait différents métiers de commercial, hein. J'ai travaillé avec différents types de clients, du particulier, des clients TPE, PME. J'ai également travaillé avec des clients grands comptes. Et à chaque fois, la première signature, la première affaire, ça a toujours une saveur particulière. Et donc du coup, ces premiers clients-là sont des clients importants, particuliers, et qu'il faut effectivement chouchouter pour en faire des ambassadeurs et faire en sorte que le développement de l'activité puisse s'appuyer sur ce cœur de clientèle. Par rapport au métier de commercial, la plupart du temps, on a l'impression que que les commerciaux sont des personnes qui arnaquent les gens, etc. Alors qu'en fin de compte, généralement, c'est un échange gagnant-gagnant. Bon, certes, il y a des commerciaux qui font du one-shot, qui s'en foutent du client, qui sont là juste pour vendre un seul contrat. Mais quand on veut établir une relation à long terme avec son client, il faut forcément que ce soit gagnant-gagnant. Tout à fait. Alors oui, la vente en tant que telle, on va dire, la vente, je dirais, traîne vraiment une mauvaise image. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui sont experts dans leur domaine, qui sont des techniciens, je dirais, plutôt que des commerciaux. Quand on leur parle de vente, c'est presque un gros mot en fait pour eux, hein. Quand on dit vente, c'est oulala, qu'est-ce qu'il va encore vouloir me refourguer, j'en ai pas besoin, etc. Et il y a beaucoup d'idées reçues sur la vente. Moi, ma conception de la vente, c'est que vendre, c'est aider quelqu'un à choisir, à prendre une décision pour quelque chose dont il a besoin. Comme tu le disais, et c'est un terme très juste, il faut que la relation soit gagnant-gagnant. Et pour moi, la vente, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un échange entre deux individus, entre deux personnes. La vente, c'est finalement apporter une solution à quelqu'un qui a un problème et l'aider également à passer à l'action et l'aider à choisir finalement de prendre la solution qu'on peut lui apporter. D'accord. Et justement, en tant que commercial, quelle est l'erreur la plus fréquente que tu rencontres chez les personnes les entrepreneurs, qui ne sont pas spécialement vendeurs, mais qui doivent vendre pour la pérennité de leur entreprise? Ouais. Alors, comme tu le dis, effectivement, un entrepreneur, quel qu'il soit, quelqu'un qui souhaite se lancer dans sa propre activité, de toute façon, doit passer par la phase de marketing, la phase de vente. Un entrepreneur, la plus grande partie de son travail, surtout au début ou surtout au lancement de son activité, ça va être de mettre de l'énergie dans la recherche de clients. Alors, une des erreurs les plus classiques, effectivement, c'est que les personnes qui ont un savoir, les personnes qui ont une expertise, comme on le disait tout à l'heure, voient la vente comme quelque chose, effectivement, de mal. Pour la plupart, ils pensent qu'en fait, il faut être tchatcheur pour être un bon vendeur, qu'il faut, comme tu disais, arnaquer, et c'est complètement faux. Il faut en fait briser, je dirais, ces croyances-là. Et moi-même, l'expérience m'a démontré que c'était la pire erreur finalement pour réussir à donner confiance à quelqu'un, c'est de jouer un rôle ou de mentir. Dans la vente, c'est jamais nécessaire de mentir. Il faut toujours faire en sorte d'établir une relation de transparence. Après, si je devais vraiment relever 3 erreurs majeures que je rencontre en fait au contact des entrepreneurs que je côtoie. La première, c'est que la plupart n'ont pas défini de client idéal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas défini un client type, leur cœur de cible, et ils essayent au contraire de vouloir plaire à tout le monde. Ils se disent que plus je vais être capable de plaire à un public large, plus je vais trouver de clients. Alors que dans la réalité, c'est l'inverse. Plus j'essaie de plaire à tout le monde, et moins je vais trouver de clients. Parce que mon discours, mon message va avoir finalement un impact beaucoup moins puissant et beaucoup moins fort sur une grande majorité que si je cible un client type, un client idéal, et en ce sens-là où je vais avoir un message qui va être sur cette typologie de personnes beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant. Donc ça, c'est la première erreur, le fait de vouloir plaire à tout le monde et de ne pas définir un client idéal. La deuxième, c'est que bien souvent, lorsqu'on débute, lorsqu'on veut vendre son produit ou son service, on est tellement focalisé sur la qualité de son produit et la qualité de son service, finalement, qu'on ne parle que de soi. On parle de ce que fait son produit, on parle de ce que fait dans son service.
mais on ne parle pas du client. Alors que la clé finalement d'une bonne relation commerciale et d'une démarche commerciale efficace, ce n'est pas de parler de soi, mais c'est de parler de son client, de parler des bénéfices que le client va retirer, de parler de la transformation que le produit va apporter au client. Et c'est seulement en ce sens-là, en se centrant sur son client, que l'on va mettre en place une démarche beaucoup plus efficace. Et je dirais le troisième point que je citerai, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie commerciale. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas finalement de méthode de vente, que ce soit sur Internet ou en face à face avec ses prospects ou ses partenaires. Eh bien, la plupart des entrepreneurs n'ont pas de plan de vente. Et pour moi, avoir un plan de vente à suivre, eh bien, c'est la clé pour améliorer vraiment considérablement son efficacité commerciale. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des personnes qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise et qui travaillent beaucoup autour de cette expertise-là. Et malheureusement, ils ne prennent pas le temps de se former et de développer finalement des compétences nécessaires au développement de leur activité qui concernent le marketing et la vente. Par rapport au plan de vente, tu veux dire par exemple le fait de relancer le client après X temps, etc. Ou bien c'est autre chose? Alors, ce que j'entends par plan de vente, c'est plutôt quelle structure d'entretien, lorsque l'on est soit par exemple en face à face, quelle structure d'entretien il faut mener pour faire en sorte que le prospect que l'on a en face de nous veuille acheter notre produit et devienne client. C'est-à-dire, lorsque je suis en face à face en rendez-vous clientèle, eh bien, ça ne se fait pas comme ça au hasard. On peut le faire, mais si on veut développer une vraie efficacité et faire en sorte que la personne qui est en face, on augmente ses chances de le transformer en client, il faut suivre finalement une méthode de vente. D'accord ? Puisque c'est comme tout finalement, il y a des étapes à suivre pour pouvoir faire passer un prospect d'un état de prospect à un état de client. Par exemple, si tu rencontres quelqu'un dans un salon et qui est un client potentiel, est-ce que si tu vas le voir tout de suite en lui disant « Bonjour, je m'appelle David, j'aimerais que tu sois mon client, est-ce qu'on fait comme ça, tu signes le contrat ?» Si la personne ne te connaît pas encore, si tu vas but en blanc comme ça, de cette façon-là, je pense qu'il y a peu de chances qu'elle dise oui. Il faut la faire passer d'un état d'inconnu à un état de prospect, ensuite d'un état de prospect à un état de prospect intéressé quelque part, et petit à petit, suivre ce que j'appelle donc le plan de vente, faire en sorte de lui faire passer les étape par étape, différents états, pour qu'au bout du compte, il dise oui, un oui final, et qu'il devienne client. C'est plus ça, effectivement, que j'appelle un plan de vente. Après, en termes de stratégie commerciale dont tu parles, effectivement, d'avoir des stratégies de relance de ses clients, c'est aussi, effectivement, quelque chose de très important. Mais le plan de vente, comme je l'entends, c'est plutôt, effectivement, la notion de suivre un processus pour faire passer son contact, son interlocuteur, d'un état de prospect à un état de client. Par rapport à une activité sur Internet, puisque la thématique de la semaine sera donc vivez pleinement de votre passion et valorisez votre expertise grâce à Internet. Donc je me demandais comment peut-on adapter ce plan de vente qui est généralement utilisé en face à face à une activité sur Internet? Alors c'est une bonne question. En réalité, le modèle général, pour faire passer un prospect d'un état de prospect à un état de client, que ce soit sur Internet ou en face à face, finalement, ça suit, je dirais, le même processus. Que tu ailles rencontrer quelqu'un sur un salon, sur un séminaire, que tu prennes rendez-vous par téléphone ou que tu, parles au travers d'un site Internet ou au travers d'une stratégie d'email marketing à un inconnu, eh bien, il va falloir le faire passer, je dirais, par 4 étapes. 4 grandes étapes qui sont le modèle AIDA. C'est-à-dire, la première étape, c'est d'aller capter l'attention de l'individu, capter l'attention d'un interlocuteur. Une fois que tu as capté son attention, il faut passer à la deuxième étape qui est l'intéresser. Il faut qu'il éprouve de l'intérêt pour le message que tu veux lui transmettre, pour le message que tu veux lui donner. Une fois qu'il a effectivement cet intérêt, eh bien, il va falloir faire naître en lui le désir. Je dirais le désir d'achat. D'accord ? Et ça, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, c'est le même principe. D'abord, tu captes l'attention. Ensuite, susciter l'intérêt chez cet interlocuteur-là, faire naître en lui le désir d'achat, et enfin, la dernière action, c'est le fait de le faire passer à l'acte. Le fait, une fois qu'il a ce désir d'achat, eh bien, de le faire passer à l'action, l'achat en tant que tel. Donc, que ce soit par Internet ou que ce soit finalement dans la vraie vie, eh bien, c'est le même modèle, c'est le même principe de manière générale. Après, il y a des spécificités, effectivement, sur Internet ou en face à face, mais je dirais de manière générale, faire passer un prospect d'un état de prospect à un état de client, ça passe par ce modèle-là. Génial. Alors par rapport aux outils qui peuvent être utilisés sur Internet, on se dit,
On peut se dire que le modèle donc, que tu viens de citer, AIDA, Mhm. sera moins personnel, enfin la relation sera moins personnelle avec un client qu'en face à face. Est-ce qu'il y a des astuces peut-être pour justement renforcer cet aspect relationnel par rapport au client? Bien sûr. Alors, en fait, aujourd'hui, effectivement, disons que pour pouvoir avoir enfin, créer cette relation avec quelqu'un qui vient au travers d'un site internet, eh bien, il faut mettre en place une stratégie, je dirais, d'email marketing. Euh, Pouvoir avoir ce niveau de relationnel sans avoir au préalable finalement obtenu le prénom par exemple et l'email de ton contact, eh bien tu ne peux pas mettre en place effectivement de relation. Si tu veux mettre en place une relation personnalisée avec ton audience, une relation personnalisée avec les prospects qui viennent te rencontrer au travers de ton site internet, c'est tout à fait possible avec des outils de communication et d'email marketing. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir rentrer en relation avec eux et même pouvoir leur poser des questions, réaliser des sondages pour les connaître mieux. Et en fonction des réponses que tes prospects vont t'apporter, tu vas être capable également de cibler ta communication et donc d'avoir un message, un discours qui soit personnalisé et qui donc sera beaucoup plus impactant vis-à-vis de ce public-là. Donc ça permet vraiment aussi de comprendre les besoins du client. Bien sûr, aujourd'hui, il ne faut pas trouver des clients pour ses produits, il faut raisonner de la manière inverse. Il faut trouver des produits pour ses clients. Donc un bon entrepreneur, c'est-à-dire un entrepreneur qui vraiment centre son client au centre de la démarche, il va d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce que veut vraiment mon client, quels sont ses problèmes, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses frustrations et quelles sont les solutions qu'il aurait envie que je lui apporte. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, finalement, qu'on va être capable d'apporter un produit qui va coller au maximum aux besoins, aux attentes et aux enjeux de ses prospects. Et donc pour ça, quel est le meilleur moyen que de savoir quels sont les problèmes, les douleurs de ses clients? Eh bien, c'est de leur demander. Et donc, il y a effectivement ensuite des techniques qui permettent, au travers de sondages, au travers de segmentation, de pouvoir connaître ces informations-là et les utiliser pour ensuite proposer des solutions, des produits ou des services qui soient le plus adaptés aux besoins de nos prospects, de nos clients. Par rapport au métier d'indépendant, donc le mot indépendant veut dire ce qu'il veut dire, et pourtant Mhm, c'est un mot qui fait peur parfois parce que les personnes, la plupart des gens associent indépendant à 20 heures de travail par jour. Bon, j'exagère, mais c'est mhm, vraiment la caricature qu'on peut en faire, alors mhm. qu'au final, être indépendant euh, permet d'être indépendant. Tout à fait. Alors en fait, il y a effectivement, c'est tout à fait vrai. Il y a des personnes qui sont indépendants mais qui en réalité, pour elles, ça signifie, enfin, pour ces personnes-là, et il y en a malheureusement, qui sont indépendants, c'est-à-dire qu'elles sont à leur compte, qu'elles ont leur propre activité, qu'elles ont leur propre entreprise. Malheureusement, ces personnes-là, elles sont indépendantes vis-à-vis de leur patron, mais elles sont vraiment très dépendantes de leur activité. C'est-à-dire qu'elles sont salariées de leur propre entreprise, si je peux m'exprimer ainsi. Ça veut dire qu'elles travaillent dans leur entreprise. Et finalement, elles font effectivement, comme tu te disais, 70 heures, 80 heures, voire plus par semaine. Et elles ne sont pas finalement ce que vous pourrez appeler des entrepreneurs libres. Ils bénéficient effectivement d'une indépendance vis-à-vis d'un patron potentiel, mais en réalité, elles ne sont pas libres, ces personnes-là. Moi, la notion d'indépendant, dans mon vocabulaire, en tout cas, et comme je l'aperçois, être indépendant, c'est gagner en liberté. Gagner en liberté en termes de temps, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir gérer son emploi du temps comme il me souhaite, comme j'en ai envie, travailler, je dirais, à horaire choisi. Si moi, par exemple, je suis plus du matin et pas de l'après-midi, à ce moment-là, plutôt être concentrer mon énergie, et bien peut-être plutôt le matin que d'autres, mais finalement être libre l'après-midi pour faire ce que j'ai envie de faire, d'être donc libre en termes de temps et libre également en termes d'argent, de pouvoir à la fois développer une activité qui permette de gérer son temps comme on l'entend, et ensuite de pouvoir profiter de ce temps-là grâce à l'argent que ça va permettre de récupérer. Puisque si effectivement un entrepreneur aujourd'hui a une activité qui fonctionne très bien, mais qui lui demande 80 heures par semaine et qui ne lui laisse pas la possibilité de voir ses enfants, sa famille, de passer du temps avec ses amis, passer du temps aussi pour lui-même, parce que c'est aussi important de prendre du temps pour soi si on veut vraiment être présent avec les autres, avec ses proches, eh bien, pour moi, ça, effectivement, c'est pas la notion d'indépendant comme je l'entends. Réussir en indépendant, c'est réussir à créer une activité sur laquelle on va travailler et qui va permettre d'être un outil pour gagner en liberté de temps et en liberté financière. Alors est-ce que justement il y a possibilité, grâce à Internet, d'éviter de vendre son temps? Tout à fait.
effectivement, Internet, c'est un très bon outil qui permet d'éviter de vendre son temps contre de l'argent. Et malheureusement, la plupart du temps, effectivement, ceux qui sont à 80 heures par semaine ou qui n'arrivent pas à se dégager du temps pour eux, eh bien, ont cette problématique, c'est qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. La magie d'Internet, c'est qu'on va pouvoir mettre en place de manière automatisée des relations avec ses prospects, avec ses clients. Et donc, on va pouvoir automatiser, peut-être pas à 100%, mais en tout cas en grande majorité, toute la chaîne de la relation de la conquête d'un prospect jusqu'au moment de le transformer en client, et ensuite dans la livraison des produits, des services, en partie pour certains services, hein, mais en tout cas d'automatiser effectivement un maximum la chaîne de vente, que ce soit de l'acquisition du prospect jusqu'à la livraison du service à son client. Et Internet a cette chose géniale, c'est que on peut être présent au travers d'Internet sans être présent physiquement. C'est-à-dire que tout le contenu, tout le flux d'informations que l'on produit au travers de produits d'information, au travers de textes, au travers de vidéos, au travers d'audio, une fois que ces produits d'information sont créés, eh bien, on n'a pas besoin d'y revenir systématiquement. Ils peuvent être réutilisés autant de fois que nécessaire à autant de clients que l'on a besoin. Et à ce titre-là, une fois qu'on a commencé effectivement à avancer dans cette direction-là, on est en mesure eh bien, de dégager du temps pour se concentrer sur d'autres sujets, sur le développement de d'autres activités ou de son activité principale, mais je dirais de manière plus intense, ou pour soi particulièrement. Voilà. Donc effectivement, Internet est un outil magnifique, un outil magique, j'ai voulu inverser le sens des mots, est un outil magnifique pour automatiser un certain nombre de choses dans une entreprise où l'entrepreneur a envie de gagner en liberté et de pouvoir eh bien, se dégager du temps pour soi. Donc si je comprends bien, cela permet de se concentrer aussi peut-être Enfin, il y a possibilité de se concentrer sur la création de valeur plutôt que de se concentrer sur des choses, des tâches redondantes qui au final n'apportent rien ni à l'entreprise ni aux clients. Oui, et la création de valeur, comme tu le dis effectivement, que ce soit en ligne ou pas, c'est de toute façon l'élément central sur lequel un entrepreneur doit se focaliser. Parce que pour pouvoir avoir une entreprise pérenne et pour avoir une activité qui se développe, il n'y a pas d'autre solution que d'apporter de la valeur à ses clients. La notion de valeur, c'est une notion qui est fondamentale et quel que soit le domaine d'activité dans lequel on se positionne, c'est la valeur, c'est le niveau de valeur qu'on va être capable d'apporter à ses clients, en ligne ou hors ligne, qui va déterminer finalement eh bien, le niveau de réussite qu'on va être capable de réaliser. Et effectivement, plus on passe de temps sur la notion de valeur qu'on va être capable d'apporter à ses clients, plus on passe de temps sur la notion d'écouter son marché, comprendre quels sont les besoins réels du marché, quelles sont les urgences quelque part auxquelles il faut apporter des solutions, plus on va être en mesure évidemment de développer une activité qui va porter ses fruits. Par rapport à tes journées d'indépendant justement, donc toi tu es un indépendant libre. Quelle est ta partie de la journée, ta partie de la journée préférée? Eh bien, alors ça va paraître un peu bateau, peut-être, mais bon, c'est pas grave. La partie de la journée que je préfère, eh bien, c'est le matin quand j'emmène mes enfants à l'école. Voilà, parce que c'est bien mon expérience, mais quand j'étais ingénieur d'affaires, eh bien, mon garçon qui a 6 ans aujourd'hui, eh bien, je ne l'ai pas vu grandir durant les 3 premières années. Quand je partais le matin, il était couché, quand je rentrais le soir, il était couché. Donc au final, je ne le voyais pas beaucoup, si ce n'est le week-end. Et encore, il y avait des choses à faire. Donc ça, pour moi, c'est le moment de la journée que je préfère, où je peux prendre le temps, le matin, eh bien, de m'occuper des 3 enfants, de les emmener à l'école, d'emmener la petite à la nourrice, et ensuite de pouvoir rentrer à la maison en étant serein, en ayant profité d'eux déjà le matin, et en me disant, c'est bon, je suis maintenant disponible à 200% pour mes clients et pour mon activité. Si ça, c'est pas de la liberté, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Pour moi, c'est fondamental. Gagner en liberté pour passer du temps avec les choses qui sont importantes pour nous. Alors, pour moi, c'est effectivement passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, avec les amis. Pour d'autres, ça va peut-être être autre chose. Passer du temps pour sauter en parachute, pour faire le deltaplane, je ne sais pas. Il peut y avoir X possibilités. Chaque personne a ses intérêts. En tout cas, effectivement, une fois qu'on est en mesure de pouvoir travailler à temps choisi et de mettre le focus sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous et de mettre finalement un système qui honore ses valeurs, parce qu'à mon sens, une des choses les plus importantes pour se réaliser, c'est d'avoir conscience des valeurs fondamentales qui nous caractérisent
et de faire en sorte que chaque action que l'on fait, chaque décision et chaque action que l'on fait eh bien, chaque jour, eh bien, viennent honorer ces valeurs-là et viennent nourrir finalement les choses qui sont les plus importantes pour nous. Il y a un mot que j'aime bien et que tu viens de citer, c'est travailler. Alors, tu vas te demander pourquoi je dis ça, Ouais, mais j'ai envie de mettre le point sur un, enfin le focus sur un point important, c'est que même si Internet est un outil formidable qui permet d'automatiser certaines choses, de gagner du temps et de l'argent forcément, tout à fait. il faut pas considérer Internet comme une baguette magique. Ah, surtout pas, non. Internet, au même titre que tout dans la vie, au final, à mon sens, n'est pas plus une baguette magique qu'autre chose. Internet est un magnifique outil, mais c'est un outil comment dire, qui ne produit pas de la valeur par lui-même. C'est-à-dire qu'Internet permet de mettre en place des systèmes pour mettre en avant, faire la promotion d'un produit ou d'un service à forte valeur ajoutée qui aura été effectivement créé au départ par l'entrepreneur. C'est-à-dire que développer une activité à 6 chiffres sur Internet, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça passe par effectivement créer de la valeur dans un premier temps, apporter de la valeur à ses clients, avoir des retours sur la valeur que l'on apporte avec ses clients, faire en sorte de toujours effectivement améliorer le système. Moi, je suis énormément le principe d'amélioration continue. Hein, c'est ce qu'on appelle la philosophie du Kaizen. Peut-être que certains ont, ça c'est un mot qui leur parle, d'origine japonaise. Et l'idée, c'est qu'effectivement, pour pouvoir réaliser et développer une activité qui fonctionne sur Internet, eh bien, il faut petit à petit mettre en place les actions, pouvoir travailler, parce que ça va pas se faire de soi-même, être au contact de ses clients, être en relation avec eux, leur poser des questions, avoir des feedbacks sur la valeur que l'on rapporte, pour être sûr qu'on est dans la bonne direction et constamment l'améliorer, et petit à petit, effectivement, eh bien, créer les produits, les services qui sont toujours à plus forte valeur ajoutée. Puisque sans valeur, sans création de valeur, au final, eh bien, il n'y a pas d'échange d'argent ou d'autres choses, de partenariat, de collaboration possible. La chose la plus importante dans le business, dans les affaires, eh bien, c'est le volume de valeur qu'on va être capable d'apporter à son marché et à ses partenaires. Après l'acquisition des premiers clients, quelles sont les étapes suivantes? Parce qu'acquérir des clients, c'est bien, mais avoir 100 clients et ne pas honorer ses commandes, voilà, c'est autre chose. Bien sûr. Effectivement, avec les premiers clients, bien évidemment, il faut bien fournir déjà la prestation ou le produit pour lequel ils sont devenus clients. Ça, c'est le b.a.-ba. Après, il y a deux choses. Ce qui est très important, c'est que les premiers clients doivent servir eh bien, d'ambassadeurs pour le développement de l'activité, pour les futures communications, les futures campagnes de communication à venir. Donc du coup, il y a deux choses. Pour moi, ma vision d'un client, il faut qu'un client, lorsqu'il dépense un chez moi, il en ait pour au moins 5 à 10 fois plus. C'est-à-dire qu'un client, il dépense finalement 100 euros, eh bien, il faut qu'il en ait pour 500 à 1000 euros de valeur. Et à mon avis, lorsqu'on a cette démarche de valeur vis-à-vis de ses clients et qu'on est toujours dans une démarche aussi de faire plus que ce que le client attend, eh bien, on est dans une dynamique où on va créer finalement des clients heureux, plus que satisfaits, des clients heureux qui seront effectivement les ambassadeurs de notre activité. Et pour moi, il y a deux éléments importants qu'il faut absolument mettre en place avec sa clientèle. Premièrement, effectivement, c'est des effets de surprise, c'est-à-dire de pouvoir produire des choses auxquelles le client ne s'attendait pas. Parce que ça crée effectivement un lien particulier avec le client et une relation de partenaire. Je parle beaucoup de différenciation avec mes clients en leur disant qu'il faut absolument sortir d'une relation de fournisseur-acheteur. Il faut absolument être dans une relation de partenariat. Et à ce titre-là, lorsqu'on met en place finalement eh bien, des choses complémentaires auxquelles le client ne s'attend pas, eh bien, on va se différencier naturellement et on va pouvoir, dans l'esprit du client, marquer des points sans qu'il s'en rende compte et sans qu'il s'y attende. Et au-delà de ça, le deuxième élément important, eh bien, c'est effectivement une fois que je suis en contact avec mon client, c'est pas parce qu'il est devenu client que ça y est, je dois le laisser dans un coin et je dois passer à autre chose. Il faut évidemment continuer à conquérir de nouveaux clients, d'aller voir de nouveaux prospects, mais il faut aussi surtout s'occuper de sa base client et faire en sorte que, à partir de celle-ci, on puisse avoir du feedback, on puisse avoir un maximum d'informations sur le produit et les services qu'on est en mesure de leur apporter, comment les faire évoluer, quelle valeur créer en plus demain pour eux et pour les nouveaux clients, et donc d'avoir une relation très proche afin bien de pouvoir constamment savoir quelles sont les attentes précises de son marché. On va passer à un tout autre sujet. Est-ce que tu aurais 3 livres à nous conseiller? Ah,
3 livres. Alors oui, j'en ai beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Alors 3 livres. Alors je vais prendre 3 livres dans 3 domaines différents, mais qui pour moi m'ont beaucoup aidé en tout cas. Et c'est pour ça que je vais sélectionner. Je dirais que sur le domaine de la démarche commerciale, sur le domaine de l'attitude et la démarche commerciale proactive à mener avec ses clients, il y a un livre d'Henri Fraisse que je recommande qui s'appelle Le Manuel de l'ingénieur d'affaires. C'est un livre qui, je crois, qui date de 2002 ou 2003, quelque chose comme ça, je ne dis pas de bêtises, et qui, moi, m'a énormément apporté dans la compréhension de la psychologie du client, la psychologie de l'acheteur, et dans tous les jeux, je dirais, de la vente. Et c'est un livre que je recommande vraiment sur le domaine de la démarche commerciale. Ensuite, il y a le livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis, qui, lui, est basé autour de la communication. Et pour moi, dans la vie comme dans la vente, au final, ça tourne autour d'une seule chose, c'est la communication. Et un entrepreneur qui va réussir dans son entreprise, comme quelqu'un qui va réussir finalement sa vie, c'est quelqu'un qui va mettre un point d'orgue à améliorer ses relations, à améliorer son niveau de communication avec ses clients, ses prospects, ses partenaires, ses proches. Et donc à ce titre-là, le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie livre 8 principes sur la communication, qui sont pour moi, quand je l'ai lu, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont tout de suite fait tilt, puisque c'est des choses que je pratiquais, et d'autres choses qui sont toujours intéressantes également de revoir, hein, puisque revenir aux fondamentaux, c'est toujours nécessaire lorsque l'on veut continuer à performer. Et donc, du coup, sur ce sujet de la communication, c'est un très bon livre. Et enfin, sur un autre sujet, qui est le sujet de l'organisation, puisque ça, c'est quelque chose sur lequel je m'intéresse beaucoup aussi, puisque quand on est entrepreneur, on a des tonnes de choses à gérer, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, qu'on soit seul, je dirais, dans sa propre activité, même si on a toujours des clients, des partenaires, des fournisseurs et autres, on a quand même énormément de choses à gérer, au même titre que si on avait une PME ou une très grande entreprise, on a toujours, finalement, la possibilité de remplir son agenda. Et pour s'organiser, pour avoir une méthode, je dirais, productive d'organisation, eh bien moi, c'est la méthode GTD de David Allen. La méthode GTD, donc Getting Things Done, qui a complètement révolutionné ma vie, on peut dire, hein, qui a complètement révolutionné ma façon de m'organiser et qui m'a permis de gagner énormément de temps dans la réalisation de mes tâches. Donc, en synthèse, pour moi, 3 livres qui ont marqué, je dirais, mon parcours. C'est Le Manuel de l'ingénieur d'affaires d'Henri Fraisse, Comment se faire des amis de Dale Carnegie et La méthode GTD de David Allen. Parfait. Est-ce que tu peux m'épeler de Henri, pardon Oui, Henri Fraisse, oui. F-R-A-I-2-S-E. Ok, super. Alors tout à l'heure, dans l'interview précédente, j'ai eu l'idée de poser la question également, si tu avais peut-être 2 films qui t'ont marqué en tant qu'entrepreneur, quels sont-ils? Quels seraient-ils? C'est une bonne question. Alors, bon, la première chose qui me vient à l'idée, le premier film le premier film qui me vient, c'est Matrix. Matrix sur la notion du choix, en fait. Moi, je suis convaincu que dans la vie, tout est une question de choix. On est responsable de ce que l'on réalise. Aujourd'hui, moi, je suis responsable de la vie que j'ai, je suis responsable de la maison dans laquelle j'habite, je suis responsable du niveau de revenu que j'ai. Ce qui veut dire que le choix, aujourd'hui, la décision, c'est le plus grand pouvoir que chaque être humain dispose. Et donc, du coup, lorsque j'ai compris qu'effectivement, c'est les choix que je prenais, les décisions que je réalisais, qui avaient finalement un impact et une influence sur le chemin que j'allais prendre et donc sur ce que j'allais créer dans ma vie, eh bien, ça a été un élément déclencheur très fort. Et je sais que Matrix m'a beaucoup parlé sur ce sujet-là, puisque Matrix, pour moi, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je l'ai interprété, que je le comprends. Matrix parle justement de cette notion de choix. Voilà. Ensuite, un deuxième film. Alors, c'est plutôt pour la touche d'humour, je dirais. Mais quand j'ai fait de la vente au particulier, il y a un film qui m'a beaucoup fait rire. C'est le film de Benoît Poelvoorde, Les Portes de la Gloire. Il y a effectivement, c'est caricatural. Il y a c'est pris avec beaucoup d'humour, mais il y a des fonds de vrai. Voilà. Il y a des choses, il y a malgré tout des choses à regarder, à analyser dans ce film, qui permet finalement de pouvoir développer quand même d'autres compétences et de pouvoir utiliser, je dirais, les caricatures qui sont faites pour améliorer sa propre démarche. Démarche commerciale, du coup. Oui, tout à fait.
Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que tu vas aborder lors de ta webconférence en janvier? Bien sûr. Alors en janvier, on va aborder euh, les 4 piliers de l'entrepreneur indépendant pour réussir en indépendant. Donc les 4 piliers de l'entrepreneur pour réussir en indépendant. C'est-à-dire, on va aborder les 4 choses, les 4 piliers fondamentaux qui, pour moi, sont le socle de la réussite lorsque l'on veut créer sa propre activité, que ce soit sur Internet ou pas. Mais ce sont finalement les 4 socles, les 4 piliers qui permettent de bâtir un projet solide dans lequel on va avoir une motivation très forte et pour lequel finalement rien ne pourra nous arrêter. Voilà, puisque finalement être entrepreneur, c'est facile, c'est pas difficile. Je sais plus qui est-ce qui a dit ça, mais ce qui est difficile, c'est pas d'être entrepreneur, c'est d'être entrepreneur tous les jours. Voilà. Et effectivement, tous les jours, lorsqu'on doit faire face à des problématiques, que ce soit avec l'administration, avec ses clients, avec des fournisseurs, avec sa vie personnelle, peu importe, eh bien, on aura forcément des imprévus, des difficultés. Et donc, si on veut avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir rester motivé, pour avoir toujours le même enthousiasme, la même pêche à produire la même valeur dans son marché, de pouvoir avoir la même énergie à amener toujours plus loin son activité, eh bien, effectivement, il y a ces 4 piliers à connaître. On va peut-être déjà je dirais les dévoiler de manière générale, mais en tout cas, pour moi, les 4 piliers que l'on verra, c'est un, avoir une vision claire et motivante. 2, avoir une stratégie commerciale précise. 3, avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, développer en fait un esprit de leadership. Et enfin 4, développer un réseau actif et positif. Voilà. Ça, pour moi, ce sont les 4 piliers qui sont très importants à mettre en place et c'est ce que l'on verra au mois de janvier. Waouh! J'ai l'eau à la bouche, personnellement. Moi aussi, j'ai hâte d'y être. Super. Alors, est-ce que tu aurais une action que les gens pourraient faire immédiatement après avoir regardé cette vidéo? Donc, à la fin de l'interview, qu'est-ce que les gens peuvent mettre en place? Voilà. Pourquoi attendre janvier quand on peut déjà agir? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes de faire immédiatement après cette vidéo? Alors, pour moi, d'ailleurs, c'est un élément fondamental de tout entrepreneur. L'action l'action qui doit être faite, à mon sens, c'est de tester. C'est-à-dire, quoi que vous allez apprendre aujourd'hui, demain, quand on est en relation finalement avec des gens, lorsqu'on discute, lorsqu'on échange sur des sujets, il y a forcément des idées, des choses qui nous viennent. Et le meilleur moyen de pouvoir progresser, eh bien, c'est de les mettre en application, c'est de les tester. Et un entrepreneur qui veut vraiment se donner les moyens de réussir, quelle que soit l'idée, quel que soit le concept, il doit le tester. Parce que il n'y a aucune vérité absolue et comment dire, une idée qui fonctionnera dans un contexte, eh bien, ne va pas forcément fonctionner exactement de la même manière pour un contexte différent. Et pour pouvoir le savoir, le meilleur moyen, c'est de tester. Donc, par rapport à tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui, que ce soit dans cette interview, il y a peut-être une idée, il y a peut-être je sais pas, une idée clé. Si c'est qu'une seule, c'est pas grave, mais que cette idée clé, au moins, vous puissiez la tester dès maintenant, dès demain, et voir effectivement avoir vos premiers retours pour vous faire votre propre idée. Moi, mon idée, c'est que un entrepreneur, ça doit être un testeur. Il doit tester constamment sur le terrain des choses, une accroche. Il doit tester un type de mail. Est-ce que ce mail-là fonctionne plus que celui-ci? Est-ce qu'il faut que je teste aller chercher le client à tel endroit plutôt qu'à tel autre? En fait, il n'y a pas une réponse absolue. On m'a sollicité d'ailleurs, un de mes clients m'a envoyé un courrier, m'a dit tiens, j'aimerais que tu me donnes ton avis sur cette lettre d'accompagnement que je souhaite utiliser. Et mon avis, le conseil que je vais donner un feedback, mais le meilleur conseil, je pense qu'on peut lui donner, c'est de dire fais un test avec les 2 versions. Tu testes les 2 versions et tu vois ensuite laquelle fonctionne le mieux. Et en fonction des retours que tu auras, eh bien, tu pourras décider de plutôt partir sur celle-ci, plutôt partir sur celle-là. Mais le meilleur moyen finalement de progresser et d'avoir, je dirais, le niveau le plus fin d'information, eh bien, c'est de mettre en pratique et de tester les choses. Voilà. Justement, Internet permet également, enfin, c'est vraiment un outil incroyable par rapport à ça aussi. Il y a moyen de tester beaucoup plus facilement que par exemple quand on envoyait un courrier postal. Voilà, pour savoir laquelle rapportait le mieux, il fallait un petit peu, voilà, il y avait toujours moyen en mettant peut-être deux codes différents, deux codes promotionnels différents, par exemple sur les courriers postaux. Mais là, pour réponse, ce genre de choses, oui. Voilà, tout à fait. Tandis qu'ici, voilà, avec Internet, il y a vraiment possibilité avec le A/B testing, comme on appelle ça, Tout à fait. de tester peut-être deux mails de vente du coup, et d'obtenir celle qui convertit le mieux. Et donc ça, c'est quelque chose
qui fait aussi partie de la démarche commerciale pour toi, le fait Bien sûr. de tester, d'analyser les résultats? Tout à fait. C'est primordial dans une bonne démarche commerciale de tester, de voir ce qui fonctionne le mieux. C'est en optimisant finalement, en fonction des tests qui sont réalisés, qu'on va pouvoir progresser de plus en plus et qu'on va pouvoir vraiment améliorer la démarche commerciale. Comme tu le disais, que ce soit pour les pages de vente, que ce soit pour les emails que l'on va envoyer, les autorépondeurs proposent des fonctionnalités d'A/B testing. Il y a des outils, même également de plugins sur des sites qui permettent de tester les pages de vente. Et même Google, d'ailleurs, dans Google AdWords, propose ce type d'outils. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment avoir l'efficacité la meilleure, il faut tester. Il faut tester. Moi-même, d'ailleurs, par exemple, que ce soit quand je suis en séminaire, quand je suis en conférence ou quand je suis dans des formations et que je dois tester des pitchs, c'est-à-dire de me présenter en 30 secondes ou en 1 minute, eh bien, je vais tester différentes façons, de voir comment ça réagit en face, mon interlocuteur, quelles sont je dirais les réactions qu'il va avoir par rapport à ce que je vais lui dire. Il faut tester. Moi, pour moi, je parle beaucoup du parler du pourquoi avant du quoi et du comment. C'est-à-dire que la façon de se présenter, pour moi, a plus d'impact lorsque l'on parle de son pourquoi, de sa raison d'être, avant de dire ce que je fais. Par exemple, moi, quand je me présente, eh ben, je dis pas que je fais de la formation commerciale, je dis plutôt, je parle de ma vision et je parle de ma mission. D'accord? Donc, je parle de mon pourquoi avant de parler du comment je le fais et qu'est-ce que je fais. Et à mon sens, ça, eh bien, c'est des choses que je teste, voir comment ça réagit. Est-ce que ça réagit mieux lorsque est-ce que mes interlocuteurs, pardon, réagissent mieux lorsque je parle de mon pourquoi avant de mon quoi? Et ça me permet finalement bien de m'être rendu compte qu'effectivement, ça avait un vrai impact. Voilà. Parce que il faut le tester. Ça fonctionne peut-être pas avec tout le monde, pas avec dans tous les marchés, mais en tout cas, le meilleur conseil, je pense, que l'on peut donner à un entrepreneur, c'est de tester dans son contexte, de tester dans son marché. Oui, parce que quelque chose qui n'a pas fonctionné pour un type de marché fonctionnera peut-être pour un autre. Et en fin de compte, Mm. tu citais tout à l'heure la vérité absolue. En fait, la vérité absolue, est-ce qu'on peut dire que c'est le marché qui l'a? On peut dire que la vérité absolue, en tout cas, elle est unique à chacun, j'aurais envie de dire. Ok. La vérité absolue, elle est unique à la personne qui va faire les tests et qui va en tirer les conclusions. Quelqu'un qui ne teste pas ne pourra pas finalement tirer de conclusion, à mon sens. Parce que soit quelque chose qui peut fonctionner peut être un coup de chance, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné peut être lié également à un contexte spécifique, à un contexte particulier. Si ça se trouve, eh bien, il aurait refait la même chose, une même démarche le lendemain ou avec une approche différente, ça va peut-être fonctionner. Donc le meilleur moyen finalement de le savoir, et encore plus sur Internet, parce que Internet apporte les outils pour ça, eh bien, c'est de tester les choses. J'ai un exemple concret par rapport à ça. C'était quelqu'un qui avait lancé une campagne de publicité et malheureusement, le jour du lancement de la campagne, c'était le jour de la mort de Michael Jackson. Et donc, Mhm. toutes les démarches qu'il avait faites, toute la préparation qui avait été réalisée par rapport à cette campagne est passée inaperçue parce que, voilà, le focus était mis sur le décès de Michael Et Jackson. oui, Donc voilà, ça prouve effectivement sa campagne n'a pas fonctionné spécialement parce qu'elle était mal faite. Elle a fonctionné peut-être parce qu'effectivement le focus était ailleurs ce jour-là. tout à fait. Exactement. C'est un très bon exemple. Si après, effectivement, on ne reteste pas le sujet un autre jour avec une date différente, eh bien, on peut se dire, bah non, je sais pas, c'est que ça fonctionne pas, ça intéresse pas les gens ou ce genre de choses. Comme moi, j'organise également des webinaires. Quelqu'un qui veut utiliser les webinaires, à mon sens, c'est le même principe. Il doit tester différents horaires, il doit tester différents jours de la semaine. Effectivement, il y a, je dirais, les grands du marketing qui ont fait des tests, hein, comme quoi le mardi ou le jeudi étaient des jours à privilégier, hein, plutôt que le lundi ou le mercredi. Après, il faut tester. Voilà. Les horaires, c'est le même principe. On va avoir, je dirais, des idées. Le fait qu'il vaut mieux ne pas faire un webinaire à 21h30 parce que eh bien, les gens, à 21h, pour la plupart, se seront mis devant la télé. Et puis, quand ils vont avoir le rappel qu'à 21h30, il y a un webinaire, ils vont peut-être pas être motivés à se lever parce qu'ils ont commencé à regarder un film ou un match ou ce que vous voulez. Et donc, du coup, c'est peut-être pas forcément le bon horaire. Mais du coup, il faut quand même malgré tout tester. Est-ce que 7h30, on a plus de participants que si on le fait par exemple à 8h30 ou autre? Voilà, c'est le même principe. Il faut tester et voir en fonction de son public, en fonction de sa cible, quelles sont les habitudes, on va dire, du marché et quelle est la meilleure, le meilleure route à prendre et quelle est la meilleure décision à prendre. Donc pour résumer, l'action que les personnes peuvent réaliser immédiatement après l'interview, c'est prendre une supposition qu'ils ont, que ce soit dans leur business ou en tout cas même peut-être dans leur vie privée, et de tester Oui. ce qu'ils ont en tête pour voir les résultats qui sont apportés.
Tout à fait. qui sont obtenus, Dès qu'en pardon. fait, dès qu'il, pour moi, il faut avoir vraiment constamment en tête l'idée de tester. Dès que la personne qui nous écoute vous allez avoir finalement une idée que quelqu'un, n'importe qui, va pouvoir vous donner, vous dites, tiens, tiens, moi j'ai fait ça a fonctionné, qu'est-ce que tu en penses? Ou qui va, même un proche, en discutant avec lui, ça va vous faire tilt sur un sujet, et bien c'est tout de suite de le tester, de le mettre en application. Par rapport à ça, est-ce que tu as une lecture? Parce que je sais que, enfin, tout à l'heure, tu as cité Mhm. Kaizen, mais est-ce qu'il y a une lecture par rapport à cette méthodologie, cette approche? Alors, le Kaizen, eh bien, il y a une chose que vous pouvez lire qui est un bon début, c'est en allant sur le lexique du management, en tapant sur Google lexique du management, vous allez le trouver. Et c'est un lexique sur lequel il y a énormément de définitions qui sont très documentées. Il y a la définition du Kaizen. Et ce qui est intéressant sur ce site, c'est que euh, suite à la définition du mot pour lequel eh bien, vous voulez la définition, il y a des liens vers tout un tas d'autres concepts. Et donc, du coup, si vous voulez si vous voulez commencer sur ce principe-là, moi, je vous invite à aller sur le lexique du management et d'aller regarder la définition du Kaizen, puisque c'est très documenté, ça va pouvoir vous amener à d'autres idées, d'autres lectures pour creuser le sujet. Ok. Est-ce que le Kaizen a un rapport avec le Lean Startup, l'approche Lean? Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que le Lean Startup, ça consiste finalement à lancer un produit en version bêta, c'est-à-dire avec des fonctionnalités minimales, mais à le lancer, à avoir les premiers clients, et en fonction des retours de ces premiers clients, eh bien, d'améliorer petit à petit eh bien, le produit ou le service. C'est exactement le principe du Kaizen. Le Kaizen, finalement, c'est 4 étapes. C'est de planifier une action, de la réaliser, de contrôler le résultat de cette action, et en fonction de ce contrôle, d'ajuster la nouvelle planification, et de continuer ce cycle-là euh, indéfiniment. C'est à chaque fois de planifier, d'agir, de contrôler l'avancement par rapport à l'objectif, et en fonction de ça, d'ajuster, de replanifier une nouvelle action, de la faire, etc. etc. Et le Lean Startup, c'est exactement ce principe-là. En français, on appelle ça, enfin, je dirais en français, on appelle ça également l'effectuation. Ok. Le Lean Startup, c'est la notion d'effectuation en français, c'est de partir sur un produit de version bêta et de l'améliorer avec des cycles courts. Hein. Le Kaizen, c'est le fait de faire des petits pas, le fait de pouvoir mettre en place une nouvelle fonctionnalité à chaque fois. Donc si je prends l'exemple du développement d'une formation sur Internet que l'on Mhm. désirerait proposer à ses clients, il vaut mieux préparer un plan, essayer de vendre ce plan et ensuite, par exemple, de créer les premiers modules et d'obtenir des retours par rapport à ses clients et améliorer forcément les modules suivants. Par exemple, oui, effectivement, ça peut être de dire, voilà, je crée le plan de la formation, je l'imagine et je le mets effectivement par écrit. Ensuite, je vends effectivement à mes premiers clients ce concept-là. Alors, il y a deux solutions. Soit on veut faire effectivement de la formation vidéo. Auquel cas, on peut dire, bah, tiens, je vais créer, je sais pas, 10% du produit ou le premier module ou quelque chose comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancement dans le temps, eh bien, je fournis à mes clients les modules suivants. Tout à fait, en ayant effectivement les feedbacks par rapport aux premiers modules qui vont permettre de venir nourrir les suivants. Ou alors, on peut tout à fait également dire, je ne crée pas une vidéo de formation, mais je vends un accompagnement en webinaire. Et c'est les webinaires que je vais réaliser qui vont finalement m'amener au fur et à mesure à créer mes produits de formation. D'accord, c'est deux approches différentes, Oui, très c'est deux intéressantes. approches différentes qui sont toutes les deux intéressantes. C'est de dire que, par exemple, eh bien, mes clients, mes premiers clients, le produit qu'ils vont acheter finalement, eh bien, c'est un accompagnement, je ne sais pas, de 2, 3, 4, 10, à vous de voir, 10 webinaires. Je vais enregistrer chacun de ces webinaires-là pour ensuite constituer mon produit que je mettrai en ligne la prochaine fois. Et la mentalité totalement inverse, ce serait de créer la formation complète pendant 6 mois, par exemple, et puis d'essayer Mm, de la vendre, et peut-être au final de se rendre compte qu'elle n'intéresse personne. tout à fait. Ça, effectivement, alors, il y a David Jay qui appelle ça la malédiction de l'expert. Il y a Florent Fouch, je crois, qui appelle ça l'expert dans sa cave. Mais effectivement, c'est cette stratégie de vouloir tout développer avant de le vendre, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est dans la stratégie dont on parlait tout à l'heure, de dire, je trouve des clients pour mon produit. Mais si ça se trouve, le produit tel qu'on l'a créé, eh bien, il n'y a aucun client qui a envie de l'acheter. Alors qu'il vaut mieux être dans la situation inverse, de dire, je trouve des produits pour mes clients. Là, si j'ai trouvé mes clients, bah, je suis sûr d'en avoir. Ensuite, tiens, il n'y a plus qu'à moi, finalement, bah, de créer le produit que mes clients attendent. Et c'est le Oui. meilleur moyen, effectivement, de ne pas se retrouver confronté à se retrouver sur les bras avec 6 mois de travail
qui finalement n'intéresse personne, parce qu'on l'a imaginé comme nous, on avait envie, on se disait waouh, c'est le super produit, c'est la plus belle chose que j'ai pu faire, et qui finalement on était à côté de la plaque, on n'était pas centré sur les problèmes, les blocages, les difficultés que rencontre notre marché. La première démarche avant de créer un produit, eh bien, c'est d'abord d'échanger avec son marché pour connaître ses problèmes, ses frustrations, ses blocages et ses difficultés. Génial. Eh bien, je te remercie David pour cette interview très très intéressante. Avec plaisir, merci à toi. De rien. On te retrouve donc en janvier pour ta webconférence qui va apporter des clés, qui va vraiment mettre le focus sur l'indépendant libre avec les 4 piliers que tu as abordés tout à l'heure. Je ferai mon mieux pour vous apporter le maximum de valeur en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Tu nous as déjà apporté beaucoup de valeur aujourd'hui. Et voilà. Merci beaucoup et merci à vous qui nous écoutez également. Au revoir. Au revoir.